Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire. Il s'agira aujourd'hui d'un épisode un peu spécial que j'ai décidé d'appeler Fragments. Sans doute d'ailleurs vais-je faire d'autres vidéos qui s'appelleront Fragments et qui reprendront le même principe. Ce principe, il est simple, il s'agit tout d'abord, lors d'une brève présentation face caméra, de contextualiser, et ensuite je vous laisserai sur une série de récits des témoins de l'époque qui racontent le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et donc pour aujourd'hui, le sujet, il n'est pas des moindres, il s'agit de la retraite de Russie. Je vais donc contextualiser très rapidement pour les gens qui ne se seraient pas intéressés à cette période. Nous sommes donc en 1812, Napoléon décide d'envahir la Russie. Je ne vais pas revenir sur toutes les raisons qui ont poussé l'empereur à envahir la Russie. Le tsar n'a pas respecté le blocus continental, il a adressé un ultimatum à la France, etc. Ce serait trop compliqué. Quoi qu'il en soit, Napoléon coalise toute l'Europe, il prend des régiments autrichiens, prussiens, italiens, etc. pour constituer la grande armée, la très grande armée, qui va rassembler près de 500 000 hommes sur les bords du Niémen. Tout d'abord, l'empereur pense que cette démonstration de force va faire immédiatement céder le tsar et qu'au pire, on aurait droit à une bataille décisive qui sera évidemment remportée par les troupes de l'empereur et que la guerre se terminera ainsi. Sauf que les Russes, eux, ont décidé de jouer une stratégie à la russe, c'est-à-dire faire entrer l'ennemi au plus profond des terres de Russie. Les généraux russes vont donc battre en retraite perpétuellement tout en dévastant tout sur leur passage, en brûlant les champs, les réserves, etc. pour affamer la grande armée. Ils vont livrer combat aux portes de Moscou, bien que ce soit à 250 ou 150 km de Moscou, lors de la bataille de Borodino, appelée aussi bataille de la Moskova. Il s'agira d'un énorme carnage, une boucherie sans nom sur laquelle nous reviendrons spécialement lors d'une vidéo, car il y a beaucoup à dire. Malgré tout, cette bataille va être remportée par les Français, qui seront maîtres du champ de bataille, les Russes vont se replier, et ça va permettre à l'empereur d'entrer à Moscou. Car l'idée de l'empereur, après avoir vu la stratégie des Russes, c'était de foncer vers Moscou, et une fois qu'il occuperait Moscou, il se douterait bien que le tsar, réfugié à Saint-Pétersbourg, allait signer la paix. Sauf que là aussi, l'empereur se trompait, et après 3 mois passés à Moscou, la ville a d'ailleurs été incendiée par les Russes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la charge symbolique que cela représente pour les Russes de brûler leur capitale spirituelle. Autant dire que Napoléon ne s'y attendait pas du tout. Et au bout de 3 mois dans la capitale russe, donc une capitale russe dévastée par les flammes, l'empereur décide de rebrousser chemin par le sud. Par le sud, oui, parce que l'empereur ne veut pas reprendre le même chemin qu'à l'aller, puisqu'il n'y a plus de nourriture. Les réserves ont été soit consommées par ses hommes, soit détruites par les Russes lors de leur passage. Napoléon va donc tenter de se replier vers le sud, mais là, l'armée russe solidement installée va l'empêcher de passer, et il sera obligé de reprendre les mêmes chemins. Sauf que quelques jours plus tard, le général Hiver arrive, et là on parle de l'hiver russe. Ainsi, pendant de longs jours, de longues semaines, l'armée va battre en retraite dans des conditions chaotiques. L'armée n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même, elle ne compte plus que moins de 100 000 hommes. Elle est talonnée, harcelée par les Cosaques, les terribles Cosaques qui s'en prennent aux traînards et les massacrent. Il y a aussi les paysans russes qui s'organisent entre eux pour aller chercher des traînards et les massacrer dans leur maison. On voit des scènes abominables où ils les mettent à l'envers, la tête à l'envers dans la cheminée, se livrent à des scènes de torture épouvantables. Mais le plus cruel dans tout cela, ça a été la lutte contre la faim et le froid pour ces hommes qui n'avaient pour autre objectif que de survivre et de rentrer en France. Après vous avoir contextualisé tout ça très rapidement, je l'avoue, je vais donc vous laisser en compagnie de ces fragments comme ceux du sergent Bourgogne, très connu, ceux du capitaine Coignet, etc. etc. Il s'agit de récits d'hommes qui ont participé à ce cauchemar et qui traduiront bien mieux que moi ce qu'ils ont ressenti. Le sergent Bourgogne. On voyait sortir de terre des jambes, des bras et des têtes. Presque tous ces cadavres étaient des Russes, car les nôtres, autant que possible, nous leur avions donné la sépulture. Mais comme tout cela avait été fait à la hâte, les pluies qui étaient survenues depuis en avaient mis une partie à découvert. Rien de plus triste à voir que tous ces morts qui, à peine, conservaient une forme humaine. Le quartier-maître Barrault. Le soldat, accablé par la neige et le vent qui venait sur lui en forme de tourbillon, ne distinguait plus la grande route des fossés et souvent s'enfonçait dans ces derniers qui lui servaient de tombeaux. Les autres, pressés d'arriver, se traînant à peine, mal chaussés, mal vêtus, n'ayant rien à manger, rien à boire, gémissaient en grelottant et ne donnaient aucun secours ni marque de pitié à ceux qui, tombés en défaillance, expiraient autour d'eux.
Combien de ces infortunés mourant d'inanition luttaient d'une manière terrible contre les angoisses de la mort. On entendait les uns faire de touchants adieux à leurs frères, à leurs camarades, d'autres, en poussant le dernier soupir, prononcer le nom de leur mère et du pays qui les vit naître. Bientôt la rigueur du froid qui saisissait leurs membres engourdis se glissait jusque dans leurs entrailles. Étendus sur les chemins, on ne les distinguait plus qu'aux tas de neige qui recouvraient leurs cadavres et qui, sur toute la route, formaient des ondulations semblables à celles des cimetières. La Baume dans ses mémoires. Le chemin que nous suivions offrait à chaque pas de braves officiers couverts de haillons, appuyés sur des bâtons de pin, les cheveux et la barbe hérissés de glaçons. Ces mêmes guerriers, naguère la terreur de nos ennemis et vainqueurs des 2/3 de l'Europe, ayant perdu leur noble contenance, se traînaient à pas lents et ne pouvaient obtenir un regard de pitié des soldats dont ils étaient jadis obéis. Situation d'autant plus déplorable que quiconque n'avait pas la force de marcher était abandonné, et tout homme abandonné, 1 heure après, était un homme mort. Le général Vionnet de Maringonnet. La faim et la misère étaient à leur comble. On voyait des troupes d'hommes que nous appelions les hébétés, qui étaient à la vérité absolument insensés. Ils ouvraient le ventre des chevaux, arrachaient ce qu'ils pouvaient pour le manger avec une voracité inexprimable. D'autres qui n'avaient plus ni sabre ni couteau, déchiraient la chair avec leurs dents et suçaient le sang des chevaux encore vivants mais tombés par terre. J'ai vu de mes propres yeux des forcenés se déchirer les membres et sucer leur propre sang, tant la faim et la misère avaient altéré leur raison et réduit ces malheureux à une condition au-dessous de celle des plus vils animaux. Montesquieu. Ils ne pouvaient plus voir, ni entendre, ni espérer. Ils avaient été surpris, envahis tout entier par la mort, par une mort à la fois cruelle et douce. Tous périssaient d'eux-mêmes, c'est-à-dire brusquement et sans s'y attendre. L'engourdissement les prenait debout. Ils continuaient cependant à faire quelques pas, puis ils trébuchaient et tombaient en avant. Une fois à terre, ils ne remuaient plus. Mais un moment encore, on entendait leurs plaintes étouffées. La tête était un peu contractée et baissée, le visage était devenu bleu et les poings fermés se réunissaient violemment vers le creux de l'estomac. Tout le corps avait acquis une invincible raideur. Le capitaine Coignet. Pour vivre, il fallait avoir recours aux chevaux qui tombaient sur la glace, et durant qu'ils s'assommaient eux-mêmes, les soldats, avec leurs couteaux, fendaient la cuisse pour y prendre des grillades qu'ils faisaient rôtir sur les charbons quand ils trouvaient du feu. Sans quoi ils le dévoraient tout cru. Il s'était repu du cheval qu'il était encore en vie. Et moi, je n'étais pas exempt de cette nourriture. Et tous les jours, voilà notre nourriture. Tant que les chevaux purent durer, voilà notre nourriture. La Baume, décrivant le passage de la Bérésina. À la vue de l'ennemi, ceux qui n'avaient pas encore passé se précipitèrent vers le pont. L'artillerie, les bagages, les cavaliers, les fantassins, chacun voulait traverser le premier. Le plus fort jetait dans l'eau le plus faible qui l'empêchait d'avancer, ou foulait aux pieds le malade qui se trouvait sur son passage. Plusieurs centaines d'hommes restèrent écrasés sous les roues des canons, d'autres, espérant se sauver à la nage, se gelèrent au milieu de la rivière, ou périrent en se plaçant sur des pièces de glace qui coulèrent à fondu. Le sergent Bourgogne, décrivant le passage de la Bérésina. J'en vis plusieurs qui se jetèrent dans la Bérésina, espérant passer à la nage sur les glaçons, mais aucun ne put aborder. On les voyait dans l'eau jusqu'aux épaules, et là, saisis par le froid, la figure rouge, ils périssaient misérablement. J'aperçus sur le pont un cantinier portant un enfant sur sa tête. Sa femme était devant lui, jetant des cris de désespoir. Je ne pus en voir davantage, c'était au-dessus de mes forces. L'officier du génie Martosa. Imaginez-vous un large fleuve sinueux couvert à perte de vue de cadavres dont certains commençaient à geler. C'était le règne de la mort qui resplendissait dans toute sa puissance destructrice. La première chose que nous vîmes était une femme enfoncée dans un trou et coincée par la glace. Un de ses bras pendait à moitié coupé, l'autre tenait un nourrisson qui serrait de ses menottes le cou de sa mère. Elle était encore vivante, son regard fixait un homme qui s'était également enfoncé sous la glace brisée mais qui était déjà gelé. Un enfant mort gisait entre eux. Plus loin, je vis des gens qui étaient morts de froid ou en train de geler. Jamais je n'oublierai cette vision. Caulaincourt. Les aidait-on à marcher ou plutôt les traînait-on avec peine? Il vous suppliait de les laisser s'arrêter. Les déposait-on près d'un bivouac? Dès que ces malheureux s'assouplissaient, ils étaient morts. S'ils résistaient au sommeil, un autre passant les menait un peu plus loin, ce qui prolongeait leur agonie pendant quelques instants, mais ne les sauvait pas, car dans cet état, l'assoupissement que produit le froid est une puissance à laquelle on ne peut résister.
On s'endort malgré soi, et s'endormir, c'est mourir. Le sergent corniquait dans ses souvenirs. Bien des survivants marchaient nu-pieds en s'aidant avec 2 morceaux de bois, mais leurs pieds étaient tellement gelés qu'ils sonnaient sur la route comme une paire de sabots. Le sergent Bourgogne. Je n'aurais pas dû, pour l'honneur de l'espèce humaine, écrire toutes ces scènes d'horreur, mais je me suis fait un devoir de dire tout ce que j'ai vu. Il me serait impossible de faire autrement, et comme tout cela me bouleverse la tête, il me semble qu'une fois que je l'aurai mis sur le papier, je n'y penserai plus.